mains sur le livret. Hello. Alors là, je suis à la Pitié-Salpêtrière parce qu'en fait, je voulais enregistrer une lecture, puis j'avais pas envie de le faire dedans. Alors, je me suis dit où est-ce que je pourrais faire ça, où ça serait assez tranquille et où je pourrais m'installer confortablement. Bah voilà, ici, dans le jardin de la Pitié-Salpêtrière. Tiens, je vous montre. Saint-Louis de la Salpêtrière. Et donc je vais chercher une table. Par là, il y a des tables de pique-nique pour les gens, les malades, les étudiants, les soignants, ceux qui ont à passer par l'hôpital. Ah, je me souviens quand moi-même j'y étais le jour où l'infirmière m'a dit allez, descendez dans le jardin, ça va vous faire du bien. Et je suis descendue toute seule, mais ça m'a paru toute une aventure. C'était 3 fois rien à faire, mais voilà, quand on sort d'une opération assez lourde et qu'on est encore tout affaibli, descendre dans le jardin, rien que ça, c'était extraordinaire. Et maintenant je cours. Donc voilà, tout change dans la vie. Allez, je vais m'installer et on va voir si on peut faire cette lecture. Alors aujourd'hui je voudrais faire une évocation de Saran Alexandrian, que j'ai eu le bonheur de côtoyer, qui était un compagnon de route d'André Breton, un surréaliste qui a perpétué le mouvement surréaliste après la mort d'André Breton et qui est mort il y a quelques années. Et donc j'ai eu la chance de collaborer à sa revue Supérieur Inconnu et puis voilà, d'aller voir quelques artistes avec lui, d'avoir des discussions, voilà. Donc je vais commencer par lire un petit texte qui l'évoque, que j'ai publié dans mon livre inédit Voyage. Et puis ensuite, je ferai lecture du texte que je lui avais donné pour Supérieur Inconnu. A tout de suite. Il y eut des chercheurs d'hommes. Y en a-t-il encore? Ou serait-ce qu'il ne reste presque plus d'hommes? Que reste-t-il de l'homme? Un matin, j'ai traversé Paris pour aller dire adieu à Saran Alexandrian, arrivé au terme d'une longue et discrète vie de combattant pour l'art et la poésie. Il n'y a pas si longtemps, mais cela me revient maintenant comme une petite chute de film surréaliste qui viendrait s'insérer de façon subliminale et subversive dans la grosse production adorée chaque jour par des milliards d'âmes humaines. Après un long trajet en bus, j'arrive à proximité du Père-Lachaise. C'est encore tôt le matin, on sent cette fraîcheur de l'air et de la vie. Y avait-il ce jour-là, à cette heure-là, la très longue queue de démunis que l'on voit régulièrement devant le cimetière, attendant la distribution de sandwichs? Je marche dans les allées en suivant la direction du crématorium. Je descends dans une salle en sous-sol où ses amis sont réunis. « Le feu va brûler le feu », dit le poète Christophe Dauphin. Puis l'artiste Anastasia Politi, toute grasse, s'approche du cercueil posé là comme un piano ou bien comme le monolithe noir de Stanley Kubrick. Elle se penche, sa main esquisse une caresse au-dessus du bois. Elle se dépouille de sa longue robe noire, apparaissant en longue robe blanche, pieds, épaules et bras nus. Et elle lit, entrecoupée de ses chants grecs mélancoliques, des passages d'un livre de Saran, Les terres fortunées du songe, hommage aux 4 éléments. Avant de partir, je laisse dans le cahier un mot de bon voyage et d'amitié, puis je remonte à l'air libre. Il pleut un peu, très doucement.
juste le temps de rejoindre la sortie. Je descends du bus au bord de la Seine et je contemple l'eau où jamais l'on ne se baigne 2 fois, en me rappelant Saran, son sérieux enfantin, son élégance soignée, sa grâce qui s'ignorait, sa conversation toujours enjouée. Un homme élevé jusqu'à 6 ans à la cour du roi à Bagdad, parmi les femmes du harem et les biches des jardins. On n'en rencontre pas souvent. Dans sa jeunesse, il a quitté cette atmosphère de 1001 nuits pour Paris, où il n'allait pas tarder à replonger dans le rêve. À 20 ans, il rejoignait Breton et s'engageait dans l'aventure surréaliste. Je reconnais l'œuvre de Breton, même s'il est trop grave et bourgeois à mon goût. Si j'aime mieux la radicalité d'Artaud ou de Daumal ou des Slaves de ce siècle, où le monde s'en allait à la dérive. Sans le savoir, nous sommes toujours portés perdus en mer. Et nous avons un besoin criant de poètes de leur trempe. La dernière fois que j'ai rendu visite à Saran, j'ai traversé Paris par des métros bondés, dans une alternance de nuages et chaleur qui ont fini par se mêler en grand vent jusqu'à son immeuble d'une rue calme du 17e arrondissement. Solidement planté et vêtu d'un pull multicolore, il m'a reçu avec sa gaieté habituelle dans son bureau, c'est-à-dire la pièce de l'appartement que toute personne ordinaire aménage en salon. Au mur, toujours des tableaux de sa femme, Madeleine Novarina, une toile de Liuba et l'un des nombreux artistes sur l'œuvre desquels il a écrit un livre, une grande photo noir et blanc de Macha Merrill à 50 ans, en buste, nue, toute sourire, très belle, de jolis seins frais, et bien sûr des bibliothèques. Sur sa table, une nouveauté, l'ordinateur portable. On a bu du vin doux de Samos, en se rappelant nos dernières rencontres dans des cafés avec des poètes. Et puis on a parlé de supérieurs inconnus. Il m'en a donné un numéro avec son éditorial. Il y disait « Il n'y a aucune autre revue au monde, assurément, qui est financée par les lettres de Breton, Bataille, Char, Magritte et leur père. Cela donne un caractère sacré à cette nouvelle série. Quiconque y collabore, quiconque en achète un numéro ou s'y abonne, rend hommage à ce comité de soutien invisible qui est au-dessus de moi. » Soufflait autour de lui un esprit de gratuité, une rare alliance de bienveillance et de rigueur, de mémoire et de goût du présent, de fidélité et d'ouverture. Saran, continue à te rappeler à moi quand j'écris, je te prie, comme tu le faisais de temps en temps. Nous avons tant besoin de nous souvenir de la fraîcheur d'avant la grosse production. Je suis rentrée à pied en traversant lentement le jardin des plantes. Le ciel était bleu, les terres fortunées et songées par brassées de verdure parfumée, d'enfants, d'hommes et de femmes qui déambulaient dans la paix lumineuse et tendre. Bon, il s'est mis à pleuvoir et puis le soir tombe parce que j'ai fait un petit tour entre temps et donc je rentre et puis je vais lire donc le second texte qui est le texte que j'ai publié dans sa revue Supérieur Inconnu sur le continent noir, c'est-à-dire, vous savez, ce que Freud appelait le continent noir, c'est-à-dire le sexe féminin. Et ça s'appelle Réenchanter le continent noir. À tout à l'heure. Réenchanter le continent noir. Des grandes religions monothéistes à cette religion moderne qu'est la psychanalyse, la sexualité féminine se trouve associée à l'impureté, au mal et à ce mystérieux continent noir, qui n'est autre que la résurgence de la peur ancestrale et métaphysique d'une existence dénuée de sens.
En faisant de la méconnaissance primitive du vagin la clé de voûte de sa théorie de la sexualité, Freud a imposé un système repris par Lacan, et bien que contesté, encore largement relayé, explication toute trouvée au malentendu prétendu irrémédiable entre les sexes. Et c'est de la perception intime d'un continent noir à la fois symbolique du mâle et de la femme que découlent les figures de femmes fatales et de vierges, notamment de vierges mères, ainsi que la gestion de la question femme par le mariage, la prostitution et la pornographie. On peut se repentir d'un crime, mais on n'expie réellement que les crimes dont on est innocent. Le mal commis malgré soi. Depuis des millénaires, hommes et femmes n'en finissent pas d'expier une faute originelle, associant désir de la femme, dans les deux sens du terme, et chute, faute connue de tous et pourtant largement incomprise. On parle souvent d'hermaphrodisme primitif. Or, l'âge d'or n'était sans doute pas celui où l'homme et la femme ne faisaient qu'un seul et même corps, mais celui où le temps était un. La chute d'Adam et Ève est une chute dans le temps dissocié du masculin et du féminin, une prise de conscience qu'aux deux sexes correspondent deux perceptions du temps. De cette différence naissent des affrontements largement transposés en d'autres champs politiques et sociaux. L'homme est un loup pour la femme est une louve pour l'homme. Symboliquement, la gueule du loup, c'est la nuit. Il y a une convergence très nette entre la morsure des canidés et la crainte du temps destructeur, note Gilbert Durand qui rappelle qu'en Chine, le soleil noir O est rattaché au principe yin. Et si Nerval, au front rouge encore du baiser de la reine, sur son luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie, c'est que la gueule nocturne de l'autre menace de le perdre. Loup est aussi le nom d'un masque, en typographie d'une lacune, et au théâtre d'un vide entre deux scènes. Prince à la tour abolie, Gérard se voit avant Mallarmé guetté par le néant. L'iconographie médiévale est riche en gueules de l'enfer, qui engloutissent les damnés. À l'instar de Cerbère ou de Mormolicée, nourrice de l'Achéron, les canidés sont psychopompes. Mais la figure de ces gardiens du royaume des ombres peut s'enfler jusqu'à l'épouvante. Ce loup infernal, écrit encore Durand, et surtout sa femelle, incarnation du désir sexuel, constitue un obstacle sur la route du pèlerin musulman en marche vers la Mecque, et plus encore sur le chemin de Damas, où elle prend la dimension de la bête de l'Apocalypse. Nul n'est responsable de l'angoisse métaphysique de l'homme, mais chacun en porte la croix. Qu'elle se nomme impossible rencontre, guerre des sexes, violence du langage, violences morales et physiques à l'égard des femmes, crimes sexuels et fascinations qu'ils exercent sur certaines femmes, bien des serial killers reçoivent des lettres d'amour, masochisme et automutilation, l'avortement peut en faire office, marchandisation des corps directement issus de la découverte en forme traumatisante de scènes primitives, de la non-gratuité de la sexualité, schéma dans lequel entre aussi l'échangisme, abus de toutes sortes. L'amour, écrit Charles Fourier, est scandaleux et criminel chez le chien, qui est en amour le plus ignoble des quadrupèdes, alliant tous les vices à cette passion, comme les civilisés dans les amours de qui dominent l'astuce, la fraude, l'oppression. Comment sortir de cette chiennerie, de ce schéma inconscient dans lequel faire l'amour, c'est faire la mort? Si l'on ne peut aujourd'hui se convaincre que nous sommes nés dans une fleur et que nous y retournerons, du moins pouvons-nous, êtres de culture, avoir envie de repenser et de réenchanter la sexualité, par l'amour bien sûr, mais aussi par la poésie, le désir, la fantaisie.
Des textes, des œuvres d'art, différentes pensées permettent de sortir de l'obscurantisme du Dark Continent, terme anglais choisi par Freud, obscurantisme vivace au XIXe siècle, sombre siècle de retour du bâton après celui des Lumières, et qui sous d'anciennes et nouvelles formes connaît aujourd'hui, notamment en backlash des années 70, un extraordinaire regain. Réenchanter le sexe, et notamment le sexe de la femme, c'est aussi redonner du sens à la vie. Assumer la spécificité féminine, liée au cycle du temps, c'est aussi reconnaître son pouvoir de révolution permanente. C'est beaucoup par les femmes que les mœurs évoluent. La femme fatale, comme son nom l'indique, c'est celle par qui le destin advient. Cette femme, entre guillemets, est d'ailleurs souvent un homme, comme dans le théorème de Pasolini, ou comme Don Juan, lui-même femme fatale, rencontrant sa femme fatale sous la forme d'une statue. Mais le destin, en son heure de vérité, n'est pas nécessairement funeste. En révélant l'homme à sa mort, elle peut aussi le révéler à sa vie, ou telle Ève tendant la pomme à la connaissance. Grâce à l'amour d'Iseux et à son amour pour elle, Tristan abandonne son royaume profane pour un bien infiniment plus précieux, le cœur de la vérité de sa vie éternelle, ici même, dans cette vie. La sexualité féminine, lourdement grevée par des archétypes entrés dans l'inconscient collectif, doit être réenvisagée dans ses dimensions spirituelles et politiques, enjeu particulièrement sensible aujourd'hui, aussi bien que dans ses potentiels ludiques et poétiques. L'autre jouissance, selon les mots de Lacan, n'est-elle pas celle qui conduit au divin comme celle de l'artiste ? Que veut la femme ? À cette question, le temps des fast-foods et du prêt-à-jeter ne cherche plus de réponse que dans les travaux et la vulgarisation psychanalytique. Ainsi que le note Kafka, il vous rassasie de façon étonnante, tandis qu'immédiatement après, on se retrouve avec la même vieille faim. Parce que le continent noir échappe à la conscience de l'homme qui a exploré sa psyché sans parvenir à connaître celle de la femme, parce qu'il demeure non décrypté, hors langage, y répond son noir désir de violence, de destruction et d'autodestruction, qui peut s'exacerber en nihilisme intégral, en volonté d'anéantissement de l'humain. Au puissant appel de la mort contenu en son sein même, la femme peut opposer une autre faculté de destruction, celle de l'oubli en marche, par lequel advient le perpétuel renouvellement de l'être. Ainsi la Monelle de Marcel Schwoeb, sorte de compagne du Zarathustra de Nietzsche, Monelle aux 1000 visages et réapparitions, éternelle jeune fille qui va et vient, errante et toujours déjà là, éminemment douce et répétant « Détruit, détruit, détruit », figure-t-elle une nouvelle femme fatale, tout entière tendue vers le don d'un destin, c'est-à-dire d'une immortalité, temps et lieu du corps et de l'esprit qui pourrait s'appeler absolue gratuité, ou continent blanc, permanente jetée dans un vide dionysiaque.